Nous voici arrivés à la troisième partie, après avoir traité de deux cas précis des effets de l'épigénétique sur les abeilles et sur les végétaux. Nous allons nous poser la question difficile de comment penser l'épigénétique dans l'ensemble des effets systémiques qui relient le génome, l'épigénétique et l'environnement pour singulariser les phénotypes. Nous allons essayer de positionner l'épigénétique dans l'ensemble de la transformation du vivant, que ce soit à l'échelle de l'individu, d'un groupe social ou de l'espèce. Et particulièrement, nous allons nous questionner sur la façon de penser la, la position, le fonctionnement à ces différents niveaux de manière systémique. Génétique, épigénétique et environnement font système. Mais qu'est-ce que l'on dit quand on dit système? En pratique, nous avons vu que le génome a une grande variabilité génomique en fonction de désordres internes, adaptatifs ou régulés, en fonction de désordres externes produits par l'environnement proche ou lointain, adaptatif ou régulé. La génétique est aussi avec des effets très variables, de désordres internes ou adaptatifs ou régulés, de désordres externes adaptatifs ou régulés, soit dans la phase de développement d'un individu, soit dans la transmission, qu'elle soit pérenne ou temporaire. Et puis donc, l'environnement peut être classé en deux types, c'est-à-dire l'environnement choisi ou subi, et dans la façon dont l'environnement agit, qu'il ce soit rapide, lent, récurrent, accidentel, ou une dérive de plus en plus importante, comme il se passe pour le dérèglement climatique et la pollution de notre planète. Nous avons vu lors de l'introduction que nous devons changer notre représentation mentale, à la fois arborescente et duale, du type inné et acquis, pour adopter une forme plus systémique, multipolaire et complexe, entre trois, par exemple, aspects, comment prendre en compte la systémique entre l'individu et l'humanité à travers les groupes sociaux, les cultures, de la transmission génétique, épigénétique et culturelle, et dans un environnement spécifique, choisi ou pas. Pour pouvoir penser systémique, nous allons aborder quelques points de la pensée complexe, donc systémique versus déterminisme, invariant et contextualisation, pour élaborer d'autres formes de représentation mentale du réel, qu'elles soient multipolaires, qu'elles intègrent les effets d'échelle et les invariants, l'intrication horizontale et entre les niveaux de l'échelle, le bricolage et l'expérimentation parallèle, la systémique, la stochastique et la chaotique, et puis la variabilité des invariants. C'est une question d'échelle de temps. Pour faire cette découverte de la pensée complexe qui va consister à changer notre regard sur le monde, nous allons opérer dans ce qu'on peut appeler la métacognition consciente, c'est-à-dire repérer les schémas racines qui nous permettent de penser le monde. Et j'ai choisi 4 dimensions de la pensée complexe, A, B, C et D, qui vont être une approche simplifiée, mais déjà très performante pour changer notre regard.
En A, nous allons avoir à passer de la catégorisation, du statut, de l'étiquette que l'on donne aux choses, qui est le propre de la pensée occidentale, classifiée, assignée, à une approche plus processus, qui est de dire, par exemple, la recette de cuisine va définir comment d'aliments nous allons arriver à un produit qui est le plat, et à un système. Alors, le système, c'est effectivement un ensemble de sous-systèmes qui sont en interaction réciproque avec des boucles de rétroaction et il n'y a pas de cause première. L'ensemble bouge et se transforme au fur et à mesure qu'il y a des échanges. Ce premier point, effectivement, c'est la façon dont on doit pouvoir penser l'action entre la génétique, l'épigénétique, et puis les niveaux supérieurs des tissus, des flux sanguins, et des apports, effectivement, de l'environnement à différents niveaux de la structure. Ça, c'est le premier point A. Le second point est de passer d'une classification binaire, l'inné, l'acquis, à une classification multipolaire, matricielle. Nous aurons à prendre en compte simultanément la génétique, l'épigénétique et l'environnement pour voir les actions sur le phénotype et la singularisation des individus. Cette matrice, cette approche multipolaire peut être beaucoup plus grande que ces 4 ou 5 points cités. Le point C. Nous avons l'habitude aussi de mettre la frontière entre ce qui est dedans et dehors, c'est résulte du point B, des approches binaires. Et donc, la pensée complexe induit de prendre en compte des frontières poreuses, où les frontières sont variables, et il y a une interpénétration des espaces. Et le point D est peut-être le plus difficile, puisque nous avons, après avoir été formatés par l'enseignement classique et la logique, la dialectique, appris surtout à opposer les choses au lieu d'apposer, et surtout de voir comment, par hybridation, l'un transforme l'autre. La génétique transforme, l'épigénétique transforme le phénotype, mais aussi l'épigénétique transforme la génétique et l'environnement transforme disons, les espèces de la même manière que les espèces, en particulier l'espèce humaine, transforment l'environnement. Comment l'un se nourrit de l'autre, comment l'un interagit avec l'autre. Donc nous voyons que ces 4 points, ces 4 dimensions, et il y en a d'autres, mais sont déjà un premier pas pour changer notre regard. Et nous allons évoluer dans des logiques multipolaires au système de pensée à frontières poreuses et où les notions ne s'opposent pas mais s'hybrident, se transforment mutuellement. Je reviens à cette première liste de paramètres à prendre en compte pour voir comment je vais les représenter avec un regard complexe, multipolaire. Dans ce schéma, qui ne relève plus d'une description hiérarchisée, linéaire, celle du récit, mais décrit un paysage où l'on voit ici des pôles qui sont représentés en interaction grâce à ces flèches. Alors il y a le pôle du génome, le pôle de l'épigénétique, le pôle du phénotype, le pôle de l'environnement
choisi, et puis un double pôle, l'environnement subi en termes d'action directe sur les autres composantes, ou d'environnement dégradé pour rappeler que cet environnement actuellement est en grande perturbation depuis quelques décades. Et simplement, ces deux pôles n'en font qu'un, mais rappellent simplement cette évolution. Alors, nous voyons que pour chacun des pôles, il faut se remettre en tête, se remémorer que l'épigénome peut avoir des différenciations cellulaires, plasticité, mutations intra ou inter dans le développement, et c'est aussi lié à l'âge de l'individu. Dans l'épigénétique, nous avons les aspects héréditaires sur une ou plusieurs générations ou non héréditaires, de tous les effets que nous avons déjà décrits. Et puis, pour le phénotype, il y a une plasticité adaptative imposée, délétère, instantanée, anticipatrice, passive, différée, réversible, continue ou discrète, brutale par exemple. Et donc, nous voyons que l'environnement, qui peut être subi avec des variations lentes ou subites, le double sens de ce mot, se diffère de l'environnement choisi et la culture choisie. Je peux très bien avoir des actions pour définir où j'habite, ce que je mange, de quoi je nourris mon intellectuel, mon cerveau, en termes d'information, de lecture, de distraction, à quoi je donne du poids, à quoi je n'en donne pas. Ça, c'est l'environnement choisi, culturel et physique. Et nous voyons que l'environnement non choisi impose des actions, donc, et en interaction avec le génome dans une direction essentiellement cause-effet de l'environnement vers le génome. Mais c'est plus compliqué que ceci. Cet environnement subi a aussi un effet de cause-effet sur l'épigénétique unidirectionnel, et il a aussi un effet sur l'environnement choisi, car il peut le limiter, le transformer. Bon. Ceci étant dit, entre l'épigénétique et la génétique, il y a une interaction partagée. Le génome peut être ou non sensible aux effets épigénétiques, et l'épigénétique peut être ou non sensible à certains effets de variabilité du génome. Le génome peut modifier donc directement le phénotype, mais le phénotype peut aussi influencer le génome via la génétique ou via d'autres actions qui sont dans une transformation à d'autres niveaux que l'épigénétique, au niveau des flux sanguins, au niveau des maladies, que nous verrons plus tard. Ce schéma en forme de paysage, mais de manière macro, en tension, en interaction, différents pôles macro qui peuvent eux-mêmes se diviser, être dissociés, qui vont eux aussi entre eux faire système, et donc nous pouvons imaginer que ceci est, de manière fractale, peut être reproduit à différentes échelles à l'intérieur de chaque pôle et entre interactions de sous-pôles de ces grandes familles que sont la génétique, l'épigénétique, le phénotype et les différentes facettes de l'environnement. Je vais essayer de partager une représentation systémique beaucoup plus détaillée, ce qui va
m'imposer de progresser pas à pas dans une vue qui, à la fin, sera assez compliquée. Donc, la première prise en compte dans le cas, par exemple, de la transmission, de l'hérédité, va être la relation entre l'adaptation culturelle et l'hérédité biologique sur le plan de la génétique. Quand le bébé vient au monde, il a déjà des capacités à vivre qui proviennent de la génétique et qui sont effectives. Et il a en lui toute une potentialité d'apprentissage, le langage, la, la marche, faire du vélo, etc., qui vont être donc des potentiels au départ et que l'adaptation culturelle va permettre de mettre en œuvre ou non. Il y a des fenêtres temporelles. La première année, un bébé va être très plastique dans la capacité à apprendre une ou deux langues en termes de sonorité. Plus tard, s'il a à apprendre une deuxième langue, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'il ne sera pas dans cette fenêtre-là. Il existe d'autres fenêtres. Et maintenant, prendre en compte l'hérédité biologique à travers le champ de l'épigénétique. Alors, dans l'épigénétique, nous avons vu différents procédés qui permettent de modifier l'action ou la non-action, l'expression des gènes, que ce soit à travers la méthylation, que ce soit à travers les histones, par rapport aux petits ARN aussi, qui vont modifier, qui soient étrangers ou propres à la cellule. Et puis, il y a d'autres facteurs comme le désordre, la stochastique, qui vont permettre de développer des effets sur la génétique. Et ceci vient donc en relation avec l'environnement proche ou lointain, les autres cellules, les organes, et puis l'environnement externe à l'individu. Et ces modifications, au niveau des individus, pourront avoir aussi des effets sur l'humanité, puisqu'il peut y avoir des modifications qui sont pérennes, qui sont transgénérationnelles, et qui peuvent éventuellement faire un saut de génération. Le schéma se complique quand on prend en compte à la fois les effets génétiques et épigénétiques. L'épigénétique vient donc rentrer en interaction avec la génétique, mais aussi, à différents niveaux, l'environnement, par la sélection naturelle des meilleures stratégies, va organiser l'évolution des individus, de leurs descendants et des espèces. Intégrons maintenant dans ce schéma les différentes échelles pour une espèce donnée entre l'individu, la famille, les groupes sociaux, le peuple et l'humanité qui représente l'ensemble de l'espèce, avec son évolution dans le temps, comment l'ensemble de ces paramètres vont jouer pour survivre, s'adapter au milieu, un milieu changeant qui est l'environnement, qui est l'environnement à la fois subi et choisi, et l'environnement pour l'espèce humaine, l'environnement culturel, qu'il a aussi subi ou choisi. Et nous arrivons à la fin de ce premier schéma détaillé de relations systémiques entre la transmission et l'environnement, à la prise en compte de toutes ces interactions qui vont de l'échelle de l'individu à l'espèce, mais aussi que l'on pourrait prolonger entre espèces, qui montrent toute la dilution nécessaire à prendre en compte entre ce vieux concept de séparation entre l'inné et l'acquis. Nous allons maintenant revenir sur des aspects beaucoup plus pratiques et concrets
de la stratégie du vivant. Et l'une des grandes stratégies du vivant, c'est la nécessité de la biodiversité. Alors, la biodiversité, elle est liée à des facteurs environnementaux, la nourriture, les températures programmées, les comportements, les dérives climatiques, pollution, climat, etc. Et puis des facteurs épigénétiques comme l'action de la chromatine, les histones, les phéromones pour les abeilles, nous avons vu, des stratégies simultanées dans des logiques de régulation, d'expression ou d'effacement des gènes, mais aussi avec des interactions avec les tissus à des niveaux d'échelle plus grands, et puis toute la question du chaos, du désordre, de la nécessité de créer du bruit ou de subir du bruit pour modifier et faire évoluer cette biodiversité. Nous allons nous intéresser essentiellement à la question du désordre, de la stochastique, qui permet, à travers l'épigénétique, mais pas seulement, à travers l'épigénétique, de créer de la variété du phénotype avec des expressions au niveau de l'individu, mais aussi à des niveaux beaucoup plus micros, comme la différenciation entre deux cellules, laquelle des deux va mieux se comporter par rapport à l'environnement, donc des stratégies parallèles. Cette nécessité d'avoir du bruit, donc de la variabilité, elle est soit intracellulaire, intranoyau, ou au contraire, elle provient d'un bruit imposé par les cellules voisines ou les tissus humains d'une manière plus globale autour, ou donc de l'environnement plus global sur l'individu. Nous pouvons voir par exemple dans cette planche que la tomate, dans la partie supérieure de cette vue, peut avoir des changements de couleur épigénétiques liés au riz qui se manifestent de manière complète sur toute la tomate, ou alors avec des parties de la couleur initiale qui va revenir et qui montre effectivement une différenciation intracellulaire et qui va modifier partiellement l'individu. Nous continuons à nous focaliser donc sur la dernière ligne de cette page, sur la partie stochastique et chaotique du développement au niveau de la cellule. Et voici donc un schéma où on voit qu'une souris stressée va pouvoir soit faire une transformation au niveau d'une cellule qui soit, par exemple, la partie à gauche non pérenne. La fille de la cellule modifiée reviendra à l'initiale, ou au contraire va induire une modification. Fille sera transformée comme la mère, mais par contre, ça ne sera pas permanent et il va y avoir donc un retour à la situation initiale. Donc, soit il n'y a pas de transmission, soit il y a une transmission stable, soit il y a une transmission temporaire. Planche suivante, nous pouvons observer que à l'intérieur même d'un individu et dans une population de cellules, il peut y avoir, à travers le bruit, soit la modification qui va se propager et qui va être maintenue, soit avec éventuellement ultérieurement un schéma de réversion, soit une propagation qui va introduire une mutation et qui va être stable dans la transmission des cellules, dans le cycle des cellules, voire ultérieurement au niveau de la transmission de l'héritabilité au niveau du génome.
Je n'ai abordé que quelques points très singuliers de l'ensemble des facteurs qui permettent, à travers l'épigénétique, de modifier à la fois l'individu et sa capacité à évoluer dans un environnement lui-même agressif, variable, etc. Je vous montre dans le schéma suivant, la planche suivante, l'ensemble des facteurs qui ont déjà été étudiés révélés dans le cadre de ce cours du Collège de France, sur lequel je ne m'approfondirai pas. Mais ce qui me paraît important de retenir finalement dans le chemin que nous avons parcouru, c'est l'importance de changer notre regard sur la prise en compte des phénomènes épigénétiques et génétiques. Nous allons voir combien au niveau du cerveau, dans la dernière partie, ce sera encore plus difficile et important, essentiel, de prendre en compte ce regard complexe pour comprendre les phénomènes cérébraux. Pour terminer cette présentation, nous allons nous pencher rapidement sur la singularisation cérébrale. C'est encore très très compliqué, effectivement, de prendre en compte les interactions à différents niveaux de la plasticité génomique, de la plasticité épigénétique, de la plasticité neuronale, de la plasticité synaptique, des fenêtres de plasticité au niveau du temps, de la vicariance, le phénomène de réparation du cerveau, et puis des effets beaucoup plus macro de la psychosomatique qui viennent de manière systémique et on peut dire aussi complexe, c'est-à-dire peu prévisible, ouvrir des possibles et des développements très singuliers. Voici arrivé à la dernière planche de cette présentation. Systémique et complexité cérébrale. Je vous avais parlé en introduction des différentes facettes du recyclage neuronal, de la plasticité cérébrale et du potentiel génétique créé quand de nouveaux neurones arrivent en cours de développement dans très peu de régions du cerveau, il faut dire. Alors, j'ai représenté 4 niveaux. Le niveau génétique, le niveau cellulaire, le niveau organique cérébral, et puis les facteurs environnementaux et culturels. Au niveau de la génétique, donc, nous avons à la fois les activités génétiques et épigénétiques qui se jouent au niveau des gènes, de la duplication des ADN. Au niveau cellulaire, il y a la plasticité et le recyclage, synapses, neurones, donc les réseaux de neurones, et puis des flux, neurotransmetteurs, hormones, fréquences et synchronisation, les neurones miroirs, les flux sanguins et la nutrition, l'impact des enjeux des cellules gliales, tous des facteurs qui sont encore amplement à explorer et pour lesquels on a peu d'éléments. Et puis, il y a le niveau supérieur encore, les différents organes noyaux du fonctionnement cérébral. Il y a beaucoup de fonctionnements parallèles. Et plus on avance dans la localisation fine de certains espaces du cerveau, plus on voit que ces espaces sont en interaction de plus en plus grande avec d'autres espaces. Nous avons des grandes fonctions comme l'attention, l'émotion, la conscience, les circuits de la récompense qui sont en interaction pour, par exemple, prendre des décisions. Il y a une lutte des usages entre espaces macro, par exemple, l'espace de développement des mathématiques va venir s'imbriquer sur la reconnaissance des visages ou sur une acceptation, un perfectionnement en lecture. Et puis, il y a toutes les formes d'apprentissage, du mimétisme, de l'enseignement,
transmis, de l'autodidacte, de la résolution de problèmes, de la confrontation au réel, la traversée de crise et le développement de formes de résilience en cas de catastrophe. Et tous ces niveaux sont en interaction avec l'environnement et la culture, que ce soit choisi ou subi, diversité, focalisation, spiritualité, autodiscipline, rejet de contraintes ou tension, stress voulu dans le cadre de l'environnement choisi, et puis en termes subis, eh bien de la continuité, des bifurcations, des catastrophes, se retrouver face à un accident, une maladie ou une pollution soudaine ou lentement en croissance. Voilà donc tout un nombre de facteurs considérables qui sont en interaction complexe et qui font que chacun de nous est singulier. Et cela corrobore le livre de Gilbert Simondon, Processus d'individuation psychique et collectif, que ce soit au niveau de l'individu ou des collectifs, des groupes sociaux. Nous avons une singularité qui est de plus en plus grande au fur et à mesure que nous avançons dans le temps et l'histoire. Et je vous remercie de votre attention pour cette présentation.